Alors, introduction. Introduction sur la liberté. Alors, je vais dire quelques mots généraux sur la liberté pour commencer à cadrer un peu la réflexion, le débat, si j'ose dire. Et ensuite, je vais commencer par vous poser des questions qui vont nous permettre d'entrer de plus en plus dans cette question de la liberté, de la préciser dans cette introduction. Et puis, je terminerai, vous le verrez, cette introduction par un paradoxe qui va nous permettre d'enchaîner sur le plan. Alors, quelques remarques sur la liberté. La liberté, elle est polymorphe, elle est multiple, elle a plusieurs aspects, ce qui fait qu'il est difficile à la fois de la définir et peut-être de la définir de façon universelle, en donnant une définition unique, englobante, qui puisse satisfaire à tous les aspects de la liberté. Je prends donc quelques exemples, je cite quelques aspects de la liberté. N'hésitez pas à les compléter, c'est pas une liste qui a pour but d'être exhaustive, mais c'est quand même pour donner une idée de l'ensemble des aspects qui sont concernés par la liberté. Il y a la liberté évidemment physique, la liberté d'agir, ça c'est peut-être la liberté qui saute aux yeux ou qui est peut-être la plus évidente, c'est-à-dire ce qu'on appelle le libre cours de nos actions. Vous voulez agir, vous souhaitez agir et vous ne rencontrez pas de limites extérieures, de bornes, de contraintes, de carcans et vous pouvez donner libre cours à l'exercice de vos facultés, de votre faculté d'agir, de vous déplacer dans l'espace, ça inclut la liberté de mouvement, etc. Donc ça, c'est la liberté au sens physique, corporel, de déplacement, de mouvement, d'action. C'est peut-être la liberté, l'aspect de la liberté le plus évident. Il y a évidemment un aspect qui est un aspect, je dirais, du sentiment, parfois on appelle ça le sens commun, c'est se sentir libre. Se sentir libre, c'est pas, on peut dire que c'est une impression, c'est un sentiment, qui est assez englobant, qui est assez diffus, qui est assez synthétique. On se sent libre peut-être dans sa vie quand on fait des choix qui sont déliés, quand on est en harmonie avec soi-même, quand on est bien dans son corps aussi. C'est tout un ensemble de choses qui fait qu'on a un sentiment, à tort ou à raison, peut-être qu'on est dans une forme de soumission inconsciente, mais on peut se sentir libre. Donc il y a l'aspect physique, il y a le sentiment de liberté, qui lui est moins un fait physique, liberté d'action, que je dirais un sentiment, une impression, un sentiment réfléchi. Il y a évidemment un aspect psychique à la liberté. Il y a la question de savoir si on est en proie à des peurs, à des angoisses, à des inquiétudes, dont on peut ou pas s'être libéré ou se libérer. L'aspect psychique est évidemment important. Il y a un aspect intellectuel aussi de la liberté, notamment en philosophie. On parle beaucoup du fait de se libérer des préjugés, de se libérer des illusions, des faux-semblants, des apparences trompeuses, qui est une libération de l'intelligence, où on pourrait dire, maintenant il y a un mot qui est peut-être plus à la mode, qui est la conscience. D'avoir une conscience éclairée de soi, des autres, des enjeux de notre propre vie. C'est pas que du mental, c'est pas uniquement cérébral, ça passe par l'analyse, la réflexion, il y a une dimension analytique. Mais donc il y a une dimension physique, il y a une dimension psychique, il y a une dimension intellectuelle à la liberté. Il y a d'autres dimensions à la liberté, il y a une dimension affective, émotionnelle par exemple. C'est toute la question que j'ai prévue dans le plan un peu plus tard dans le cours de notre avancée, c'est la question de l'attachement. Quand on s'attache à quelqu'un. Et l'une des grandes questions de la philosophie, c'est est-ce qu'on peut à la fois s'attacher à quelqu'un ou à quelque chose et en même temps être libre? Est-ce que la liberté, j'en vois qui sourit, est-ce que la liberté c'est le fait de vivre sans attache, d'être détaché, ou bien est-ce qu'on peut se lier et en même temps être libre dans cette relation? C'est la question affective, émotionnelle, sentimentale. On peut être libre de se soumettre. On peut être libre de se soumettre, c'est d'ailleurs le premier paradoxe qu'on va aborder, ou plutôt le deuxième, c'est le chapitre 2, obéir est-ce renoncer à sa liberté? Parce qu'obéir peut être un choix. Alors obéir est une contrainte quand il est le fruit de la coercition, on est obligé d'obéir à la force, c'est le rapport de force, et en même temps obéir peut être un choix. D'où le paradoxe et l'ambivalence de la liberté qui peut être un choix de soumission. Donc il y a quand même cette dimension affective aussi de la liberté que peut-être parfois on oublie un peu pour d'autres dimensions. Il y a aussi une dimension qui est une dimension sociale de la liberté. C'est la question du conditionnement, c'est la question des automatismes, c'est la question, maintenant on parle des stéréotypes, c'est la question des modèles, des images mentales qui nous guident dans nos actions. C'est ce qu'auparavant on appelait dans la tradition la coutume,
qui détermine ou prédétermine ou incline notre comportement, notre façon d'être, de réagir, par un ensemble d'automatismes, de dispositions acquises, etc. Ça, c'est le domaine social. Il y a évidemment la liberté économique. Vous savez, c'est la question du libre marché. Le libre marché, je me souviens plus qui avait dit ça, on dit souvent, c'est la liberté d'acheter et de vendre, et c'est, oui, c'est la liberté d'acheter ce que d'autres ont la nécessité de vendre, leur force de travail. Quand on n'a rien, on doit bien vendre sa force de travail sur le libre marché pour obtenir une rétribution qui nous permet d'avoir de quoi vivre, de quoi subsister, etc. C'est la question de l'aliénation économique, de l'exploitation, etc., ou de la misère. Est-ce qu'on peut être libre dans un état de misère ? Il y a donc une dimension sociale, il y a une dimension économique, il y a une dimension relationnelle. C'est la question du regard des autres. Est-ce qu'on est libre face au regard des autres ? Est-ce qu'on l'a tellement intériorisé qu'on n'est pas capable de le mettre à distance, de le réfléchir ? Est-ce qu'on le vit comme une oppression ? Voilà. Ça, c'est la dimension sociale, mais au sens pas simplement du conditionnement, des automatismes, des dispositions acquises, mais du regard, du jugement aussi. Il y a une liberté peut-être à laquelle on pense moins maintenant, mais qui a beaucoup occupé les philosophes, notamment de l'Antiquité, c'est la liberté face aux événements. Et parfois aux événements qui sont inexorables ou qui sont vécus comme une fatalité qui nous arrive. Est-ce qu'on peut être libre face à des choses qu'on n'a pas choisies ? Et cette question, elle renvoie à la façon dont on vit ce qui nous arrive. Est-ce que je vis ce qui m'arrive comme étant une oppression, quelque chose qui me contraint, qui me contrarie, qui produit en moi des passions négatives, la colère, le ressentiment, la frustration ? Ou bien est-ce que, entre guillemets, j'accueille, je consens à ce qui m'arrive pour me libérer des passions négatives, de la frustration, de la colère ? Ce qui suppose, les stoïciens parlaient d'un acte d'amour, qui est le fait de consentir à ce qui est. Donc c'est le rapport à l'événement aussi, qui n'est pas, je dirais simplement une liberté relationnelle humaine, mais quelque chose qui relève de notre rapport à l'ordre des choses, à l'ordre du monde, à la façon dont on vit, même les accidents, ou les choses dont on pense qu'elles sont des accidents. Il y a des grands thèmes de la liberté que je n'ai même pas cités, parce que voilà, c'est difficile de les citer tous. Il y a la liberté morale. Qu'est-ce que je m'autorise à faire ? Qu'est-ce que je ne m'autorise pas à faire ? Qu'est-ce qu'on m'a autorisé à faire ? Qu'est-ce qu'on ne m'autorise pas à faire ? Il y a le fait de s'empêcher de faire quelque chose. Vous connaissez peut-être la célèbre phrase de Camus qu'on cite souvent, qui est tirée de son dernier roman, qui est un roman posthume, parce qu'il n'a, quand il a eu son accident avec son éditeur Gallimard dans la voiture, je crois qu'il y avait des liasses de ce manuscrit qui a été publié de façon posthume quelques décennies plus tard par sa fille, et qui s'appelle « Le premier homme ». Et dans « Le premier homme », il y a une phrase « Un homme, ça s'empêche ». Mais ça s'empêche de faire certaines choses, au nom de la dignité humaine, etc. Mais en s'empêchant de faire quelque chose, c'est pas que je ne suis pas libre, c'est peut-être qu'un acte de liberté, c'est aussi de ne pas obéir à ses pulsions, et d'avoir la capacité de ne pas faire des choses que la colère, le ressentiment ou la pulsion me pousse à faire. Donc, s'empêcher d'agir, on a commencé par le libre cours des actions, mais s'empêcher d'agir moralement n'est pas une absence de liberté, mais peut-être une preuve de liberté. Vous voyez que la liberté nous met déjà aux prises avec pas mal de paradoxes. Il y a la liberté politique. La liberté politique, c'est la souveraineté, c'est la capacité de participer notamment à l'édiction des lois, aux décisions politiques. Ça renvoie donc à la question du pouvoir, cette question politique, avec les termes en kratos. Kratos, en grec, c'est le pouvoir, démocratie, aristocratie, voilà. Arché aussi. Arché, c'est le principe, monarchie. Voilà, donc on est dans cette question du pouvoir. Voilà un bref panorama. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'aspects de la liberté. Est-ce que vous en voyez d'autres, des aspects que je n'aurais pas cités, par exemple, parce que c'est pas une liste exhaustive, il y a pas, j'ai pas tout dit. Il y a la liberté, j'ai même oublié de le citer, la liberté au sens métaphysique. C'est la question de savoir si la liberté existe vraiment au sens du libre arbitre. Est-ce que j'ai la liberté vraiment de choisir une chose plutôt qu'une autre, ou bien est-ce qu'en fait mon choix est toujours déterminé ? C'est la question du déterminisme contre le libre arbitre. Certains disant que le choix est toujours déterminé, et d'autres disant que finalement la volonté est libre et elle se donne les motifs de son action.
Et puis il y a une liberté effectivement dont j'ai pas parlé non plus, mais on peut pas parler de tout en introduction, c'est la liberté sur le plan spirituel, avec la question de la mort. Est-ce que la mort, c'est, dans le cas où l'âme existe, est-ce que c'est une séparation de l'âme par rapport au corps? Est-ce que c'est une libération de l'âme par rapport à ce qui peut être un carcan ou une limite qu'est le corps physique, notamment dans le cas de la vieillesse, où le corps peut commencer à se délabrer, être atteint de pathologie? Est-ce qu'il y a une libération d'un ordre spirituel qui est la continuité de l'âme après la mort? Voilà pour ce bref panorama. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous avez pensé que je n'aurais pas citées dans tout cet éventail de liberté qui sont quelques-uns des aspects de la question? Oui, Anna. À sa liberté par rapport à son éducation, son éducation familiale. Oui, le conditionnement, l'éducation. Oui. Social, tout à fait, oui. Oui. Si on va plus loin, c'est, même si on se sent libre, c'est par rapport à une conscience, mais tout l'inconscient familial, la psychogénéalogie, tout ça. Oui, l'inconscient familial. On pourrait même étendre. Plus que sur la génération, encore. Oui, les mémoires transgénérationnelles. Voilà. Ce qui se véhicule à travers le corps, à travers l'inconscient aussi, tout à fait, ce qui est engrammé dans des schémas de comportement émotionnel qui se transmettent. C'est effectivement, ça fait partie. Là, c'est vaste. C'est vaste, puisqu'il y a la question aussi pour ceux qui croient aux réincarnations des vies antérieures même. Il y a à la fois la mémoire transgénérationnelle d'un point de vue biologique, avec ce qui nous est légué par l'hérédité biologique, ce qu'on appelle l'épigénétique, EPI génétique, c'est-à-dire les modifications de notre génome qui sont le fait de notre vie et qui se transmettent à nos descendants. On a constaté ça par des expériences sur des souris, par exemple. On a soumis à des stress, par exemple, une souris mâle, une souris femelle, et puis après la reproduction, on a tout de suite séparé les parents des enfants, les géniteurs des progénitures, et on s'est rendu compte que en émettant le même signal auquel on avait associé un stress, il reproduisait le mécanisme de stress. Donc on lègue aussi à nos enfants de bonnes choses et des traumatismes, des peurs, des phobies, des angoisses, voilà. De toute façon, on lègue le bon et puis le moins bon, on fait ce qu'on peut, sans doute. Voilà. Et oui, des bonnes choses. Oui, déjà la vie, c'est pas mal de leur transmettre la vie. Vous savez, c'est un héritage dont personne n'est possesseur. Donc, de toute façon, on leur fait un legs et puis c'est voilà. Donc, il y a cette dimension-là, effectivement, de l'inconscient, bien sûr, qui fait partie du déterminisme. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres aspects que je n'aurais pas cités, que vous avez peut-être en tête? Il y a un truc auquel j'ai pensé, mais qui n'est pas dans le même sens. Ton sac, il est là? Pardon, il n'est pas là? Oui, il est là. Excuse-moi. Pardon. Ah, je vous en prie. Je me disais que des fois, pour moi personnellement, je peux me freiner, donc m'empêcher d'être libre. Vous pouvez vous interdire des choses, oui. Je suppose que je n'ai pas assez de compétences pour exécuter ça ou ça. Ah oui, c'est de ne pas s'autoriser, de ne pas se croire capable. De ne pas se croire capable, qui est lié à la confiance en soi, qui renvoie à... Alors voilà, vous me dites que c'est très féminin, peut-être que c'est lié à une certaine forme d'éducation, ou si on veut faire une universalité de psychologie féminine, encore que bon, là, il faudrait se lancer dans la question, mais ça relève effectivement de la liberté psychique et de tous les freins psychiques à l'action. Et on parle beaucoup, par exemple, moi, qui est longtemps enseigné au lycée, cette question de l'ambition. On voit que selon les catégories sociales ou les familles ou l'éducation, garçons et filles confondus, c'est pas que parfois on parle que des filles. Peut-être parce que ça a été prégnant dans le cas des filles pendant un certain temps, ça l'est peut-être encore, mais c'est aussi et peut-être surtout un fait de classe sociale, puisqu'on voit des personnes qui parfois ont beaucoup de capacités, ne s'autorisent pas, non seulement ne s'autorisent pas à désirer, mais n'ont même pas conscience qu'ils pourraient désirer certaines choses. C'est-à-dire que là, c'est pas qu'ils ne sont pas libres, mais que dans l'éventail des options possibles à choisir, n'entrent pas certaines ambitions. On est presque en amont de la liberté, c'est-à-dire, c'est pour ça que je parlais de liberté intellectuelle, de conscience, de travail d'analyse sur
on est presque avant les options de choix en amont. Alors, d'autres choses? Non, pas forcément, ça va de toute façon se présenter. Je voudrais souligner deux paradoxes. J'ai parlé du fait que la liberté, c'était peut-être lié au détachement. Il y a des paradoxes évidemment sur la liberté. Je vous en cite un. On le trouve formulé au début de la pièce de Paul Claudel qui s'appelle Le soulier de satin, qui a été monté pour la première fois dans les années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le soulier de satin s'ouvre par une scène où on est au milieu de l'océan Atlantique, il y a un navire qui est à la dérive, et il y a un prêtre, qui est un prêtre jésuite, qui est attaché, on ne sait pas pourquoi, au tronçon d'un mât. Il est visiblement esseulé, il est seul au milieu de l'immensité, il est attaché, et il a des mots tout à fait étonnants, qui sont conformes à sa spiritualité. Il dit finalement, moi qui ai souvent voulu me détacher de toi, Seigneur, moi qui me trouve maintenant attaché presque à toi, livré à toi, je t'en suis reconnaissant. C'est un peu ça l'idée. C'est l'idée d'être à la fois attaché et libéré de la liberté, et d'être livré au domaine de sa foi. C'est une anecdote poétique, mais elle ne l'est pas tant que ça. Je vous rappelle que à l'islam, ça veut dire la soumission. Ça veut dire qu'à la fois dans le domaine religieux, on peut être libre et se soumettre à des règles ou chercher, à travers une soumission, à s'approcher d'un idéal moral, religieux, spirituel. Et par exemple, dans les ordres monastiques du Moyen-Âge, quand on lit les règles, la règle des dominicains, la règle de Saint-Benoît, des bénédictins, etc., on se rend compte de la rigueur, des exigences auxquelles se soumettaient les moines. Les franciscains, j'en parle. Je ne sais pas s'il y avait une règle des franciscains, mais c'était un ordre mendiant. Et donc, ils se soumettent à une discipline. Mais à travers cette soumission, ils cherchent une libération aussi, ils cherchent quelque chose que peut-être la pure liberté ne peut pas donner. Puis deuxième paradoxe qui va nous permettre de lancer le débat et d'entrer vraiment dans le vif du sujet avec le premier chapitre, c'est que la liberté, en fait, on ne choisit pas d'être libre. C'est-à-dire que peut-être qu'il existe de la fatalité dans le monde ou pas, ou peut-être qu'il n'existe pas de destin, pas de fatalité. Mais il y a une chose est sûre, c'est que la liberté est une fatalité. Vous ne pouvez pas vous défausser en vous disant je n'ai pas envie d'être libre, je n'ai plus envie d'être libre. Si vous êtes libre de choisir, on ne peut pas vous extirper votre volonté, vous l'arracher de votre âme ou de votre esprit. Vous voyez, on peut l'anesthésier, on peut vous ébranler, on peut vous mettre dans un phénomène d'emprise, mais vous restez supposément libre. C'est la fameuse phrase de Sartre, nous sommes condamnés à être libres. Ce n'est pas une option. Vous ne pouvez pas vous lever un matin en vous disant tiens, j'aimerais bien ne plus avoir la liberté de choisir. Vous voyez ce que je veux dire. On peut bien sûr être... Le choix de ne plus être libre. Ou le choix de ne plus être libre. En allant vers une soumission. Oui, mais vous ne pourrez jamais vous défausser de l'avoir choisi. Alors, ce qui n'empêche pas le phénomène d'emprise, ce qui n'empêche pas le conditionnement, en fait, tout un ensemble de biais qui font que peut-être vous ne vous êtes jamais appartenu, peut-être. Mais dans l'idée de Sartre, la liberté, paradoxalement, est une fatalité. Avec cette fameuse phrase qui est dans L'être et le néant, car son ouvrage de 1943, et où il dit « Nous sommes condamnés à être libres ». Alors vous voyez, la liberté, elle est multiple, elle est paradoxale. Ça veut dire qu'on a tous, dans cette phrase de Sartre, ça veut dire qu'on a tous décidé soit d'être libre, soit non, pas d'être. Justement, on ne peut pas décider, on ne peut pas le décider d'être libre ou pas. C'est justement en fait là. Je veux dire, le fait qu'il y ait décision, c'est un acte. Ah, la décision est un acte, mais mais même ne pas prendre une décision est déjà une décision. Vous avez décidé de ne pas choisir. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas vous défausser en vous disant non, je n'étais pas libre, je n'avais pas le choix. Vous pourrez dire j'étais sous emprise, j'étais influencé, j'étais sous une coercition. Vous pourrez avoir tout un ensemble de circonstances atténuantes, mais vous ne pourrez pas plaider en vous disant je suis un être qui n'est pas libre. Vous voyez ? Si on lit la Boétie, il dit bien que si on veut être libre, c'est une décision. Ah oui, alors justement, la Boétie dit bien, justement, mais sur le plan politique, effectivement, que c'est parce que nous avons une nature libre qu'il ne tient qu'à nous
de cesser d'obéir. De décider. Et de décider, et surtout de cesser de servir, d'être dans la servitude. Tout à fait, oui, oui, bien sûr. Donc vous voyez, la liberté, elle est multiple, elle est paradoxale. Oui, Swan? Pardon, je vous pose une question. Non, je vous en prie. À l'époque de l'esclavagisme, par exemple, Oui. la personne, elle n'était pas libre, Non, Il n'avait pas le choix. elle n'avait pas le choix. non. Et donc, du coup, quand la personne naît d'une famille d'esclavagistes, enfin, d'esclaves, Oui, oui. comment elle peut se définir libre? Alors vous me posez une question sur les esclaves, par exemple, quand on est dans une famille d'esclaves, c'est une question tout à fait pertinente qu'on va retrouver dans le chapitre premier. Alors je donne une réponse un peu résumée, mais simplement pour tracer des pistes de réflexion. C'est que par exemple, vous avez une réflexion de Rousseau qui est intéressante, qui répond un peu à Aristote, parce qu'Aristote avait dit dans l'Antiquité, il y a des êtres qui sont libres et des êtres qui ne sont pas libres par nature, puisqu'Aristote légitime l'esclavage, qui fait partie du monde grec. Il faut savoir que le monde grec est un monde très dur. Certes, c'est le monde qui a inventé la démocratie, ça c'est sûr, mais c'est un monde très dur. Je rappelle que près d'Athènes, il y avait des mines d'argent où travaillaient les enfants. Donc voilà, c'est un monde très dur, c'est un monde de classe, c'est un monde où existe l'esclavage. Et Aristote dit qu'il y a des êtres qui sont faits pour piloter les autres. Et ce que lui répond Rousseau au XVIIIe siècle dans le livre du contrat social, qui est apparu en 1762, donc on est à la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il y a plus de 2000 ans d'écart entre Aristote et Rousseau. Ce que dit Rousseau, c'est que Aristote a raison, mais il s'est trompé de relation. Il a confondu l'effet avec la cause. Si on est né dans l'esclavage, si on a toujours vécu comme un esclave, si on s'est toujours pensé comme un esclave, on ne peut pas vivre comme un homme libre. Mais c'est pas parce qu'on est naturellement esclave qu'on mérite d'être mis en esclavage, c'est parce qu'on a été mis en esclavage qu'on est devenu esclave dans sa tête. C'est la fameuse phrase « l'habitude est une seconde nature ». C'est-à-dire que si vous avez toujours vécu comme ça, vous ne pouvez pas penser que vous êtes autre chose. Et Rousseau dit, Aristote a confondu l'effet avec la cause. Lui, il dit que c'est parce que la nature de certains hommes est servile que par effet, ils doivent être maintenus sous une forme de tutelle. Et Rousseau dit non, c'est parce qu'ils ont été maintenus sous une forme de tutelle, qu'ils ont toujours vécu comme ça, qu'ils ne sont plus capables ou pas capables de s'imaginer libres et de s'appartenir. Mais ça, c'est une réflexion, là je réponds un peu à Brigitte, qui me disait la Boétie, c'est peut-être pas mon truc. C'est en fait une réflexion de la Boétie. La Boétie a une très très belle phrase qu'on lira ensemble, puisqu'en fait, la Boétie est précurseur vraiment de Rousseau. La Boétie dit quasiment textuellement ainsi les hommes nés sous le joug, c'est-à-dire sous le joug, sous l'asservissement, élevés et nourris dans le servage. J'essaie de pas trop travestir la phrase de la Boétie. Élevés et nourris dans le servage, ne regardant pas plus avant, vivent comme ils ont toujours vécu, et pensant n'avoir d'autres droits et d'autres biens que ceux qu'ils ont trouvés à leur entrée dans la vie, ils prennent pour leur état de nature l'état de leur naissance. Ça veut dire quoi? Ils ont toujours vécu comme ça depuis qu'ils sont nés. Ils ont été élevés et nourris dans le servage. Ils ne pensent pas plus avant. Ils ne pensent pas avoir d'autres droits et d'autres biens que ce qu'ils ont trouvé dans la vie. Et ils pensent qu'ils sont naturellement esclaves ou soumis. Du coup, c'est un peu par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, de grandir dans certaines cultures, oui. De ne pas s'imaginer pouvoir. Peut-être que l'esclave. Il ne s'imagine pas libre. S'il est né, s'il est. Il ne peut même pas l'imaginer. Alors, il pourrait l'imaginer par comparaison avec ceux qu'il voit libres. Alors, bien sûr, là j'ai fait une réponse, mais il y avait non seulement quelques rebelles, mais vous avez dans l'Antiquité des esclaves qui disent qu'ils sont plus libres que leurs maîtres. Et c'est notamment un texte que je vous ai mis de Diogène le Cynique. Diogène, à un moment, il est réduit en esclavage. Il est vendu sur un marché d'esclaves. Et à des personnes qui veulent l'acheter pour le libérer, il dit non, non, c'est pas le lion qui est en cage qui est esclave, c'est ceux qui ont peur de lui. Et Diogène dit, moi je me suis libéré de toutes mes peurs. Eux, ils sont libres d'agir, mais ils sont esclaves de leur passion. Moi, c'est la liberté comme maîtrise de soi. Moi, je n'obéis à aucune peur. Et je n'ai pas. Donc, vous voyez, il y a des esclaves qui prétendent être plus libres que leur maître. Mais ça demande aussi une intériorisation, une démarche, une conscience que peut-être tous les esclaves ou toutes les personnes dans la servitude n'ont pas l'occasion de faire. Donc, il y a plusieurs réponses à votre question, mais c'est une question. Mais non, pas du tout. On les découvre ensemble.
Ça en parle, mais justement, on va les voir ensemble, justement. Si je les ai choisis, c'est parce qu'ils nous permettent d'aborder ce premier paradoxe, et effectivement, ce paradoxe de la servitude volontaire. Pour remettre au goût du jour, c'est l'exemple que vous donniez des jeunes qui ne sont pas en capacité de voir plus loin que ceux qu'ils ont reçus et qui n'imaginent pas pouvoir faire, par exemple, des études supérieures. Oui, oui, tout à fait. Ou certaines études supérieures, ou d'accéder à certains statuts, ou de s'imaginer être. Leur horizon ils n'ont même pas accès, oui, psychologiquement parlant. Tout à fait. C'est la question de l'ambition sociale, qui est la question qu'on aborde souvent à travers la théorie de René Girard, qui est un penseur, philosophe, qui est mort il y a quelques années, il est mort très âgé. C'est la théorie du désir mimétique. C'est-à-dire que vous êtes dans une classe, vous êtes dans une classe sociale ou vous n'êtes pas dans une classe sociale, mais la théorie du désir mimétique, mimésis en grec, ça veut dire l'imitation. Vous allez désirer par imitation. Vous avez déjà vu le cas d'enfants, ils ont une balle, ils jouent avec quelque chose, et puis ils voient arriver un autre avec une balle, ils vont lâcher la balle qu'ils ont, ils vont prendre l'autre balle, parce qu'elle est possédée par l'autre, elle est désirée par l'autre. Donc on désire par imitation. Vous allumez la télé, c'est le principe de la publicité. Pourquoi est-ce qu'on vous montre de belles personnes avec des trucs complètement caricaturaux, je ne sais pas, un homme bien de sa personne qui rentre dans une belle voiture et qui va en soirée et qui va rencontrer une belle jeune femme, qui va rentrer dans la voiture. Parce que la théorie du désir mimétique, c'est que, entre guillemets, je caricature mais à peine, hein, si vous désirez la femme, il vous faut la voiture. C'est une théorie du désir mimétique. C'est-à-dire que si on vous représente des personnes qui sont supposées incarner, je dirais, l'idéal social de votre temps, et qu'elles désirent des choses à consommer, un parfum où vous dites « ah ben il me faut ». Par mimétisme, il me faut la forme de vie dont on me dit qu'elle est l'accomplissement. Puisqu'on me la représente avec aussi le pouvoir de fascination des médias, de la publicité, du cinéma, comme étant la réussite. Et donc, dans toute société, René Girard dit, pour résumer vraiment sa théorie à grands traits, dans toute société, l'homme a un manque existentiel, contrairement aux animaux, il ne se satisfait pas uniquement de ce qu'il consomme, il cherche à être. Et ce désir d'être, il se traduit par un désir d'avoir. Et d'avoir les choses des personnes qu'on lui présente comme le modèle de réussite de leur société, qui varie au cours du temps. Hein. Je veux dire, si on vit dans l'Égypte ancienne, le modèle d'accomplissement, c'est autre chose. Si on vit dans la Venise de la Renaissance, c'est autre chose. Et si on vit dans le monde de maintenant, c'est aussi autre chose. Mais on désire la forme de vie supposée être accomplie. Et la puissance de René Girard, c'est que le désir d'être devient un désir d'avoir, de posséder les choses qui sont liées, semble-t-il, à l'accomplissement. Et c'est pour ça qu'il laisse aussi l'être humain dans le désarroi. C'est qu'en ayant tout, finalement, parfois, il n'est pas accompli. Il a cru l'être à travers l'avoir, et il a cherché l'être à travers l'avoir, et il n'a pas réussi à combler ce manque. Et pour en revenir aux classes sociales, quand vous êtes tout le temps avec des personnes qui ont des statuts valorisants, qui font des choses qui vous parlent depuis que vous êtes enfant, par désir mimétique, vous allez vouloir leur ressembler. Je sais pas, là je prends des statuts au hasard, vous allez vouloir être notaire, avocat, médecin, homme ou femme politique, etc. Mais quand vous êtes dans un autre milieu social où par désir mimétique, vous avez autour de vous des personnes qui font autre chose, vous n'allez pas tout simplement désirer être par imitation, comme d'autres le sont sur d'autres plans sociaux, c'est sûr, vous n'allez pas vous envisager comme ça. Et donc vous allez vous construire autrement. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous trouver, vous pouvez être même beaucoup plus heureux, sans doute, que des personnes qui sont dévorées d'ambition, d'ailleurs, hein, ou qui ont les dents qui rayent le parquet, qui ne vivent que de ça. Mais liberté de choisir ce qui est pour vous. Mais disons que ça n'entrera pas forcément dans votre imaginaire, vous ne serez pas rêvé comme ça, vous ne vous serez pas imaginé comme ça, donc vous n'allez peut-être pas vous choisir. C'est ça un peu qui limite forcément. Ça, cette question du désir mimétique, on la retrouvera sans doute à un moment. Ça marche ? Donc vraiment un thème, moi je trouve vraiment très très intéressant la liberté parce que ça nous met aux prises avec beaucoup de paradoxes. Et justement, je vous propose qu'on se lance dans le premier chapitre